Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille. Au programme de cette émission, les critiques envers le nouvel OM sont-elles disproportionnées, messieurs? On va se poser la question, mais avant ça, on va reparler de cette victoire de l'Olympique de Marseille face à Konyaspor. C'était hier soir en Europa League pour le premier match de poule. 1-0 pour l'OM et l'OM qui se retrouve premier du groupe. Allez, pour parler de tous ces sujets, je suis en compagnie de mes deux fidèles acolytes Nicolas Fiol et Cédric Hertz. Cédric, bonjour. carrément. Ah non? Là, Cédric, je suis parti loin. Cyril. Non, mais moi, je suis la caution, caution minorité, n'oubliez pas, les gars. Alors, attends. Hertz. Je la refais. Et Cyril Hertz. Voilà, tout à fait. Non, Mourad Hertz. On a dit Kirill. Kirill Hertz. Kirill Hertz. Comment ça va, messieurs? Bah, Là, je t'ai tué sur l'intro. comme je l'ai dit hier dans les 3 enseignements, mou, ce matin, je suis mou aussi. J'étais super enthousiasmé par le match d'hier. Ouais, c'était une belle soirée. Une belle soirée de Une belle soirée. Allez, Belle soirée on en football. parle tout de suite. C'est le débrief. Alors, messieurs, l'Olympique de Marseille s'est imposé hier soir 1-0. L'essentiel est fait. L'OM est premier du groupe. Pardon. Non? Non, mais c'est ce qu'on doit retenir. Hein. C'est ce qu'on retient. Enfin, Alors, c'est le message justement, en tout cas du coach. on parlera en profondeur de ce qui s'est passé tout à l'heure dans les tribunes. On va se concentrer dans ce débrief sur ce qui s'est passé sur le terrain. Ça t'a plu, toi, ce que tu as vu sur le terrain, Nico? Déjà, moi, les 20 premières minutes, j'avoue que je regardais ça d'un œil parce qu'il ne se passait pas grand-chose sur le terrain et il se passait plus de choses à l'extérieur du stade, puis dans le virage quand les supporters sont rentrés après leur grève de 10 minutes. Donc déjà, le début du match n'était pas emballant. La première mi-temps n'a pas été très emballante. Le match n'a pas été très emballant. Non, en fait, bon, bref, c'était un match de merde. Mais non, les adversaires n'étaient pas super. L'OM a fait le taf tarif Un petit minimum. quart d'heure. Allez, ils ont fait le taf un petit Ouais, quart deuxième d'heure, mi-temps, il y avait un peu deuxième plus mi-temps. d'espace, donc c'était un peu plus sympa. Mais c'était pas une révolution de jeu. Et puis, tu bats une faible équipe par une petite marge. Ouais, pas de quoi s'emballer, quoi. Mourad, qu'est-ce que tu as pensé de cette C'était sûr prestation J'en ai pas pensé grand-chose. Donc, si tu veux, je peux te dire ce à quoi je pensais pendant le match. Allez, vas-y, raconte. Donc, parce que moi, pendant le match, il y a un truc qui m'est revenu parce que j'essaye de penser à autre chose, sinon je me rapprocherai du suicide. Donc, j'ai repensé aux Beatles et j'ai repensé à une phrase de George Harrison. Si vous ne le connaissez pas, je suis désolé pour vous, Qui est cet messieurs. homme, Mourad? Jim Morrison. Bon, les mauvaises blagues. Aujourd'hui, il est décidément C'est vrai sur un très haut niveau. D'accord. Donc, le guitariste des Beatles qui disait que pendant l'enregistrement de Let It Be, l'album qui va les pousser définitivement à se séparer, même s'ils vont en faire un excellent juste après. Ceci n'est pas une émission musicale. Mais je vais venir au football. Donc, T'es il un disait peu que rapido, toi. quand il allait au studio, il avait l'impression tous les jours d'aller au bureau et que tu ne pouvais pas faire de la bonne musique en allant comme avec cette mentalité-là. Ben moi, je regardais les joueurs sur le terrain, je me disais, ah mais ouais, c'est ça dont il parlait, Georgie. C'est que les mecs, ils étaient sur le terrain, les joueurs, ils étaient appliqués, ils faisaient les choses comme au bureau. Et ils y croyaient pas vraiment, ils les faisaient parce qu'ils les faisaient. Moi, je regardais ça, je faisais mon truc parce que je devais le faire, parce que je suis payé pour ça. Merci, Mourad. Et alors que normalement, j'ai une passion de fou pour l'Olympique de Marseille et que j'ai fait des milliers de kilomètres des fois en stop pour pouvoir assister à un match au fin fond de l'Amérique du Sud. Mais là, je regardais ça, je me disais, ok, bon, il a fait. Et les supporters aussi, ils étaient finalement au bureau, sauf qu'eux, ils étaient venus en mode CGT. Donc voilà, sinon, voilà, on était au bureau hier, le football, version bureau. Merci, Jaco. Alors, tu es peut-être passé à côté de quelque chose de très important, Mourad. Tu n'as pas dû le noter et c'est très grave. Il y avait un match de foot hier, t'es sûr? Oui, et il y a eu une petite révolution quand même. C'est une Nico. révolution Apple. Une révolution, ouais. Une révolution de. C'est le même iPhone qu'avant, mais il est plus cher. Un changement de système, changement de processeur peut-être, je sais pas. Nouvelle fonctionnalité. Donc, C'est ça. est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Donc, changement de système, Alors on bon, passe dans un. on va encore club de répéter points. ce qu'on entend à longueur de conférences de presse ou même ce que notre ami Romain Pellissier nous avait précisé. Ce n'est pas le système, c'est l'animation. Eh oui. Eh bien Et sûr. dans l'animation, non, pas de révolution, rien d'exceptionnel. C'est plus un changement de personne, de joueur qui était plutôt à noter. Bon, déjà, à gauche, on avait un vrai latéral gauche, même si sa première mi-temps était un petit peu c'était poussive un au peu- début. Deuxième mi-temps, on a vu un peu ses qualités. Donc, à ma vie, déjà, tonton Pat, tu peux faire tes vidéos Et tranquille. il faut même le dire que même quand il était un peu timoré en première période, au moins il sait défendre. hein. Oui, Ouais, il il sait faisait défendre, le il taf, court, il a de la taf. vitesse. Et le placement n'est pas non plus complètement. Bon, physiquement, on sent qu'il est pas encore Non, au il n'est top, pas encore mais- au top. Mais quand il sera vraiment au top, ça devrait Mhm. être intéressant. Et l'autre nouveauté,
C'était donc le jeune Bouba Kamara qui a effectué sa première titularisation cette saison. Et donc dans un poste de milieu de terrain aux côtés de Gustavo. Et ça a été plutôt intéressant parce que ça consolide ce milieu de terrain, ça équilibre. Lui, il joue simple. Moi, j'ai trouvé qu'en première mi-temps, il avait un peu plus de mal dans les phases où l'OM avait le ballon. Mais ça s'est vraiment amélioré en seconde mi-temps. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Même avec le ballon, je l'ai trouvé plutôt bon. Et j'ai trouvé justement que le cliché qu'on pourrait faire aujourd'hui, c'est de se dire on est passé en 4-2-3-1 avec 2 milieux de terrain défensifs. Mais Luis Gustavo, moi, je ne l'ai pas trouvé complètement défensif. Il a été à l'initiative de quelques actions marseillaises. Surtout en deuxième. Aussi, mais même en première, j'ai le souvenir d'une ou deux bonnes passes. Et dans les 30 mètres adverses. Il est technique quand même, il est capable de faire des transversales ou des choses comme ça. Et en fait, quand tu regardes son positionnement moyen, il a pris la place de Maxime Lopez. Mais la différence, comme tu as dit, c'est un changement d'homme. C'est-à-dire que Maxime Lopez, ici, il n'est pas là pour. Il n'a pas vraiment les qualités pour aussi donner ce surplus en défense. Alors que Boubacar Kamara, il est capable tacle, de le faire. il est dans les duels. Voilà. Mais il est peut-être un peu moins bon au niveau offensif. Mais vu que tu as 4 joueurs offensifs et que lui, il s'intègre quand même. En fait, parce que de jouer avec ces 3 milieux de terrain, avec cette animation-là, il faut des joueurs qui sont capables de faire les deux tâches, offensif et défensif. Et j'ai l'impression que Boubacar Kamara, il est capable de le faire, même si offensif, c'est un peu moins bien. Mais comme après, Gustavo, quelque part. Donc les deux se complètent bien. Les deux peuvent faire les deux, en fait. D'ailleurs, on a vu que par moment, parce que non, Gustavo, il est quand même plus dans un registre défensif, mais vu que Gustavo, il savait que Boubacar Kamara, il le couvrait derrière, on l'a vu monter au pressing, par exemple. Tout à fait. Et récupérer des ballons très hauts, très dangereux. Et ça, c'est excellent pour l'équipe parce qu'après, tu as moins de. Tu as un bloc plus haut. À certains moments, le bloc était même très haut grâce à ça. Voilà. Alors, changement de système, on parle de l'animation. Offensivement, on a eu encore du mal. Le trio avec Thauvin, Payet. Quatuor même, tu peux dire. Ouais, le Quatuor. Bon, si on se concentre juste sur Payet et Thauvin, ils ne font pas leur meilleur match. Payet, il a quand même apporté dans l'animation, même si c'était mou, si c'était pas très rapide, il s'est rendu très disponible. Il a touché beaucoup de ballons, il a beaucoup orienté le jeu. Il s'est pas caché. Non, il s'est pas caché. C'est pas caché, mais bon, rien de transcendant. C'était pas transcendant. Fait un match très moyen. Mais ça permet d'avoir la balle déjà. Par contre, messieurs, il y a un joueur qui touche pas un ballon, et ça, c'est pas que depuis hier, c'est depuis le début de la saison. Quasiment, c'est Germain. Alors lui, il touche aucun ballon. C'est problème récurrent. Alors, isolé. Les autres ne le servent pas suffisamment. Ah oui, c'est totalement ça. Non, Germain, il fait le taf devant, il fait des appels, il se rend disponible, mais il est très rarement servi comme il faut. Et je pense qu'il doit commencer à trouver le temps lent parce que lui, il court, il propose beaucoup de choses. Il a rarement les ballons et c'est des mauvais ballons souvent. Qui fait de très bons appels et qui se déplace bien, qui propose des solutions, mais peut-être qu'il faut lui aussi. Mais les appels, si t'es pas servi, tu peux en faire autant que tu veux, ça sert à rien. Ça vient uniquement des autres. C'est parce que le jeu il est pas en place. Donc lui, il est bon dans une équipe qui est en place et où on va. Parce que pour réussir à le trouver, il faut prendre un risque. Il faut se dire il est parti, hop, je fais la passe en 30 secondes. Alors que là, on a vu par exemple Payet qui a raté quelques passes en première période, etc. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'il est important de rajouter parce qu'on l'a entendu à la télé, on a entendu un peu partout, genre oui, on a replacé Payet en 10, mais il faut arrêter ça. C'est une vaste fumisterie parce que le placement de Payet, c'est le même depuis le début de saison. Hier, il était même plus à gauche. Son placement moyen était plus à gauche qu'au match précédent où il était coincé à droite. Donc il n'a pas changé de positionnement. C'est juste que l'animation autour de lui a changé. Peut-être que Sanson était un peu plus marqué à gauche. Surtout en phase défensive où Sanson compensait vraiment à gauche. Et encore une fois, on vous invite à aller voir les pass maps de 11 Stegen et comparer celles du match contre Dijon et celle du match d'hier. On voit qu'en fait, c'est parce que l'occupation générale est mieux répartie. Donc Sanson a mieux occupé le couloir gauche et Payet, lui, il a été dans l'axe. Il était même plus haut que Valère Germain, donc il n'était pas en 10, il était limite en deuxième attaquant, voilà, 9,5. Mais il était même plus à gauche que d'habitude. Donc tout dépend de l'animation. C'est pas une connerie, c'est juste que c'est plus difficile à comprendre que le système, quoi. Alors justement, pour finir là-dessus, Garcia doit continuer à jouer de cette façon-là, proposer ce milieu avec deux, parce que du coup, il y a un joueur qui a sauté, c'est Lopez. Mais ça c'est logique, Lopez il est un peu moins bien, et c'était pas normal qu'il le fasse jouer comme ça, qu'il le grille. Lopez, on connaît son talent, mais il ne faut pas le griller. Et là, il était un peu en train de le griller. En plus, je pense qu'il peut peut-être jouer dans ce système-là, mais dans une équipe qui est plus dominatrice. Donc après, les efforts défensifs, ils sont un peu moins grands. Les efforts offensifs aussi sont un peu moins grands. Sa responsabilité, elle est un peu moins grande. Et là, il peut peut-être jouer comme ça. Mais là, vu que l'équipe, elle est très fébrile… Jouer avec deux milieux de terrain plutôt qu'avec une sentinelle.
Est-ce que c'est pas la solution du moment Non, aussi mais pour équilibrer Lopez, l'équipe? il joue au même niveau que Luis Gustavo Ouais. souvent. Mais- Sauf qu'il n'a pas un profil de Ouais. milieu Voilà, défensif. sauf qu'il n'a pas un Sauf que profil. voilà, C'est voilà, une contrairement histoire à d'homme. Camara, oui, mais C'est C'est une histoire question de d'homme, mais pas profil, mais je pense qu'effectivement, il va continuer avec ces profils-là, parce que là, il a vu que son équipe était plus stable, déjà défensivement. Donc là, moi, je pense que face à Amiens, sauf on qu'il y a- aura la il y a- même doublette. hein. Il y a peu de chances de revoir Camara contre Amiens. Pourquoi? Bah, s'il ne le fait pas, ce serait très bête parce que là, il se sécurise. Et Romain Pellissier nous avait aussi parlé de sécuriser les temps de possession. Et il a servi à ça aussi, Boubacar Camara. Quand Luis Gustavo il montait pour aller au pressing, eh ben, Boubacar Camara il était derrière, il sécurisait la possession. Donc là, l'équipe elle a besoin de sécurité. Donc il ne change pas trop son système, mais il apporte de la sécurité. Donc il ne faut pas déconner. Et là. il y a la jurisprudence Maxime Lopez, justement. Quand il a mis et qu'il a vu que ça marchait, il a laissé. Donc là, il n'y a pas de raison, ça a marché, enfin, ça a marché. Le résultat, en tout Donc cas, le grand perdant, c'est Maxime Lopez. Non, mais Maxime Lopez, il À- va falloir le à réintégrer court terme. à long terme parce que à court terme, oui. je pense qu'on lui tape un peu trop dessus aussi au Mais milieu ça va lui parce faire- que ça va lui faire du bien. Rappelons-le, Camara, il n'a même pas 18 ans. Hein, donc oui, voilà, est-ce qu'on et- peut lui faire enchaîner Et là, on va s'enflammer sur Camara, Ouais. comme on s'est enflammé sur Lopez. Et là, Ouais. Lopez, on est en train de le détruire. Lopez, Ouais. c'est un grand talent. On compte sur lui. Là, la configuration de l'effectif et tout, ça fonctionne pas. Donc là, Camara le remplace. Et puis à long terme, j'espère voir Lopez même réintégrer à la place de Sanson, à la place de Oui, Thuram, il peut à la tourner. place de Payet. Il peut passer. Il peut, Mais Camara, il a un avantage qu'il n'y a pas dans l'effectif à ce poste-là, parce que tout le monde on imaginait que ce serait Zambo qui serait titulaire. Mhm. C'est que lui, il joue beaucoup plus simple. Et ça, Ouais, ça, ouais. ça fait du bien au jeu. Et il sait bien défendre. Il sait ce parce que- il sait ce qu'il parce sait que faire et il Zambo, le fait. Il défend pas toujours bien. Il a un énorme potentiel, mais il Ouais. défend un peu mal. Allez, on va s'arrêter là pour le débrief de ce match. On va passer à la seconde partie de cette émission. Le gros débat, messieurs. Le gros débat, c'est tout de suite. Alors, messieurs, le gros débat qui va nous intéresser est le suivant. Et oui, alors, les critiques envers ce nouveau projet de l'Olympique de Marseille sont-elles disproportionnées? Alors, on ne va pas trahir un secret, puisque ce secret il a déjà été éventé par certains de nos collègues. On était à la commanderie cette semaine, et puis il y a eu quelques discussions off avec des dirigeants. Et ce qu'il en ressort un petit peu, c'est que à la fois la presse et les médias tapent un petit peu trop fort depuis les deux défaites successives contre Monaco, puis contre Rennes. Donc supporters et médias seraient trop virulents et la direction a un petit peu de mal à comprendre ça. Est-ce que, selon vous, la presse, les supporters sont trop virulents? Est-ce que selon toi, perdre 6-1 alors que tu as déjà perdu 5-1 il y a quelques mois, c'est pas un peu trop virulent? Est-ce que ça, c'est un truc aussi qu'il faut prendre en compte? Tu peux pas, c'est pas deux défaites. Tu n'as pas perdu 1-0 et 2-1. Tu as perdu 6-1 et 3-1. Et contre Rennes, sincèrement, 3-1, c'est bien payé. Il y a un penalty qui est manqué. Tu n'en touches pas une en première période. Tu t'es fait balader. Tu t'es fait balader contre une équipe qui était dernière du championnat. Donc voilà, il faut arrêter de dire que c'est disproportionné. Et ça vient aussi après les défaites de l'an dernier. Donc bon. Oui, grosse défaite face aux grosses équipes. Ok, mais est-ce que ces deux défaites, petites défaites, est-ce que tout ça, ça remet en cause tout le travail qui a été effectué depuis un an? Parce que c'est ça en fait le Non, mais le thème. problème, c'est que c'est réducteur de dire que c'est les deux défaites qui font ça. Mhm. C'est pas les deux défaites qui font ça. Ça, c'est la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La réalité, c'est que le jeu, ça va pas depuis un petit moment, que le mercato, il a énormément déçu, et que du coup, c'est ça qui remet en cause le projet. Mhm. C'est pas les deux défaites, c'est juste le petit summum, le petit plus, quoi, qui fait craquer tout le monde. Mais la réalité, elle est là. Et c'est pour ça que croire que c'est uniquement les défaites qui font que tout le monde tape sur le projet en ce moment, c'est plutôt l'OM Champions Project, on va recruter un attaquant à 50 millions d'euros, vous allez voir, on va vous faire rêver. C'est le retour sur Terre qui est violent. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Et parce qu'on a beaucoup rêvé. Comme moi, je le dis souvent, sur Twitter, il y avait une espèce de ligne Maginot du président Hérault. Et je vise personne, mais il y avait beaucoup de personnes de tweetos qui étaient vraiment, vraiment ardent défenseur de Jacques-Henri Hérault et qui, après le match contre Monaco, dit ok, bon, c'est bon. Et jusqu'à la fin, il nous dit non, mais attendez la fin du mercato, attendez ci, attendez ça. Et puis là, cette défaite qui arrive quelques jours avant la fin du mercato, c'est comme tu as dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, tu te dis bon, bah ok, on a compris
S'il nous restait une petite once de rêve, D'accord, eh ben, c'est pas ça, quoi. Là, les critiques, tout ça, je pense que c'est entendu, les dirigeants le comprennent, mais c'est la violence des critiques et aussi la position radicale qui est de dire aujourd'hui, il faut tout jeter, tout mettre à la poubelle, il faut couper la tête de l'entraîneur, puisqu'on n'a pas le droit de citer son nom, mais il faut le mettre à la porte. Voilà, tout ça, c'est des réactions qui sont radicales. C'est radical, mais encore une fois, c'est le contexte disproportionné. Non, mais c'est radical. Perdre 6-1, c'est pas radical. D'accord. Quand tu es l'Olympique de Marseille, il faut se remémorer un peu quand est-ce que ces dernières défaites, Dominique Rousseau, l'ancien journaliste de l'équipe, récemment a dit sur Twitter j'ai pas le souvenir d'un entraîneur qui a enchaîné deux raclées de la sorte. Moi, je me souviens d'un 5-1 à Saint-Etienne par l'OM de Courbis, mais après, les voitures, elles se sont fait péter à la commanderie. Tu sortais même plus. Ça, c'était radical. Là c'est des critiques, quoi, les mecs. C'est des fumigènes, c'est bon. Ça, c'est radical. 6-1, perdre 6-1 quand tu es l'Olympique de Marseille, que tu avais des espoirs énormes, ça, c'est radical aussi. Donc, à cause radicale, effet radical. Et puis voilà. Non, puis, encore une fois, il y a une sorte de contexte. Marseille, je ne sais pas si finalement ils avaient étudié tant que ça le contexte avant d'arriver à Marseille, mais Marseille, on sait que ça peut vite péter. Et l'autre truc, c'est que les supporters marseillais, ils sortent de 5 ans de la Brune. Et 5 ans de la Brune, la cicatrice, elle n'est pas totalement guérie. Donc quand on t'en fait rêver, on te dit « Oh les gars, ça y est, c'est fini les conneries, maintenant on repart sur un truc impeccable », le début, tout le monde était convaincu, nous y compris par Jacques-Henri Hérault. Le projet, nous, on ne le jette pas complètement à la poubelle non plus. Mais le fait est que là, il y a une déception. Alors, est-ce qu'on pourra surmonter cette déception? La question, moi, elle est plutôt là. Mais la déception, il faut aussi l'assumer. Il y a une réelle déception. Il faut que la direction assume cette déception. Alors, parmi les personnes incriminées, il y a à la fois donc, les supporters, on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi les médias. Est-ce que moi, tu as l'impression que les médias ont été extrêmement virulents et ont tapé très très fort sur… Mais encore une fois, comment ne pas taper fort après une défaite 6-1 Et on s'est fait taper fort sur la tête. Je veux dire, les médias qui suivent l'Olympique de Marseille, ils se sont fait taper fort sur la tête. Donc après, quand on écrit des papiers, quand on fait des émissions, quand on fait des trucs, on tape fort. C'est la logique. Et puis parler de dire genre, ouais, mais maintenant vous êtes méchants et tout. Pendant 6 mois, il y a eu un évangélisme sur le projet de l'Olympique de Marseille. Et nous, on a apporté quelques critiques, on se faisait défoncer. Dès que tu as porté une critique, je dis ouais, mais vous n'êtes pas bien et tout. On avait eu des réactions sur YouTube, sur Twitter. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, on s'aperçoit malheureusement qu'on était peut-être aussi dans le vrai. Mais dans tous les cas, c'est pas pour se dire oui, nous on avait raison. Mais si, un petit peu. Non, mais c'est pas. Moi, ça me fait mal au cœur d'avoir raison quand je prédis des choses négatives sur l'Olympique de Marseille. Exactement. Donc c'est pas ça le but. Mais le but, c'est de dire il faut arrêter de dire la négativité. Alors maintenant, vous êtes trop dur. Oh les gars, c'était le projet, et puis on va c'était de l'évangélisme, c'était de l'hagiographie. Jacques-Henri Hérault, c'était Superman, le nouveau projet qu'on nous a porté. On allait gagner la Ligue des Champions, même si on ne nous le disait pas. On disait non mais là, ce nouveau projet, c'est hyper cohérent et tout. Quand tu regardes, il y a eu de l'évangélisme dans les médias pendant des mois et des mois. Donc maintenant, qu'on ne vienne pas nous dire vous êtes trop dur. Oui, mais là encore, ce qu'on nous reproche, nous les médias, pardon. Ouais. D'accord, petite vanne sympathique qu'on coupera aussi, ou pas, on va la laisser mais on l'entendra pas en tout cas, mais elle était sympa. Ce qu'on nous reproche, c'est également justement d'avoir dit au départ que tout était cohérent et du jour au lendemain de tout bazarder en fait. Donc, ça aussi, moi je pense que c'est pas totalement la réalité parce que nous on a tiré un peu la sonnette d'alarme sur certains points, le jeu proposé, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle et on n'est pas les seuls non plus. Sur le recrutement. On a été un petit peu seul pendant… On a été seul pendant un moment, mais le jeu quand même depuis le début de la saison, il y a d'autres médias qui ont aussi commencé à dire qu'est-ce qui se passe avec le jeu, etc. Non, mais sur le projet en lui-même, la façon dont il était construit, ça fait partie du projet, le jeu. Le le recrutement a été décevant, etc. Et qu'est-ce qu'on nous a répondu pendant les premières semaines? Résultat, on est invaincu depuis X mois, on a 7 points en championnat, on est qualifié pour la Ligue Europa, les éléments de langage, on les a entendus rabâcher. Le problème, c'est que tout ça s'est effondré. Comme un château de cartes avec ces 2 énormes défaites qui ne sont pas des défaites banales. Et tout ça existait déjà avant. Donc les critiques, elles ne viennent pas non plus de nulle part. Alors c'est vrai qu'il y a certains grands médias qui ont basculé peut-être d'un extrême à l'autre assez rapidement, mais il y avait d'autres critiques qui existaient déjà.
C'est juste qu'ils ne voulaient pas les voir à ce moment-là. Et puis il y a d'autres choses, on peut en parler un petit peu. Ce qui était un peu revenu aussi, c'était que on disait ouais, mais quand on a pris Rudy Garcia, tout le monde a dit c'est un excellent choix. Exactement. J'étais en première ligne pour dire que c'était un excellent choix. On était des tas à de dire et ben on s'est peut-être trompé. Ou alors même ça paraissait être un excellent choix et puis il réussit Et puis pas. ça marche pas. Ça arrive aussi. Bah, quand t'as pas si, tu vois T'as des débarquer grands Garcia, t'es content. entraîneurs qui Non, mais même au-delà ne de réussissent la pas comparaison. dans des clubs, on ne sait pas pourquoi, ça ne matche pas. Voilà, c'est ça, mais même Non, mais au-delà de la mais- comparaison Passi Garcia, c'est vrai que ce que tu dis, c'est Comme vrai. dit il y avait un gap. Courbis, l'entraîneur a aussi le droit de ne pas être en forme. Oui, tout à fait. Mais après, il n'y a pas de question de forme. Tout à Je fait. pense que Rudy Garcia, le truc, c'est qu'au moment où ils le prennent, sur le marché, moi j'avais dit, j'aurais préféré personnellement un coach étranger, mais quitte à prendre un entraîneur français, je voulais Garcia. Donc finalement, moi j'étais content de voir débarquer Garcia. Il débarque, il nous fait tout son cinéma comme il sait si bien faire la com positive, pas de problème. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure, entre les petites déceptions, les branlées ramassées face à Paris, Monaco, etc., le recrutement, donc c'est lui qui a le final cut, et sa com de pleureuse sur les défaites, l'arbitrage, etc., lui aussi, il a perdu sa cote d'amour. Mais c'est aussi de sa faute. Sa communication n'a pas été bonne à Garcia. Alors déjà, tu as le droit d'être un entraîneur et de ne pas réussir dans un club. Et en plus de ça, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et à un moment, si tu es mauvais, tu peux aussi te dire, bon ok, si tu vois que dans l'ensemble, tu as des tensions avec ton directeur sportif, que le recrutement il n'est pas satisfaisant, que le jeu il n'est pas satisfaisant, que certains joueurs disent, bon, on comprend pas trop les entraînements. À l'entraînement. Bon, il y a un moment, tu as beaucoup de trucs, donc tu te dis, merde, ça me paraissait être une bonne idée, mais je me suis planté. Moi, je me plante tous les jours. Après, c'est un entraîneur qui arrive avec un certain CV. Il y a des certitudes. Patrice Evra aussi, il arrive avec un certain d'accord, CV. mais donc, tu vois, tu peux pas lui couper la tête d'entrée, il faut lui laisser le temps de faire son travail. Mais c'est à lui de montrer qu'il peut se remettre en question. Voilà, et au bout d'un an, on peut aussi constater que c'est peut-être une erreur. Et qu'il n'a pas un discours de remise en question surtout. Et il n'a pas tout mal fait jusqu'ici. Non. En fait, je pense que le problème, il vient. C'était dans l'équipe, il y a eu une interview, je crois, de Robert Nouzaré il y a quelques mois, qui est quelqu'un qui connaît très très bien Rudy Garcia. Oui, il avait dit, à Saint-Etienne avec lui. C'est lui qui l'a voilà, lancé. qui l'a un peu lancé en tant que coach, etc. Et qu'il avait dit, Rudy Garcia, il a plus un profil de manager général un peu à l'anglaise, etc. Moi, j'ai l'impression que ça se sent un peu sur le terrain. Donc déjà, il a fait le mercato, tout ça. Il s'occupe de trucs qui ne sont pas vraiment du terrain. C'est beaucoup ses adjoints qui font les entraînements. Et en plus de ça, on sent que tactiquement, il met des grands principes et puis il doit dire à ses adjoints, bon, allez, vous travaillez ça, vous travaillez ci. Qu'il n'y a pas de truc très fort sur le terrain. Alors, il y a peut-être aussi là, etc. Bref, on a le droit de se tromper aussi. Et je pense que Rudy Garcia, tout le monde pensait que c'était une bonne idée. Et puis, C'est pas une bonne idée. ça ne fonctionne pas. Alors, il y a les médias qui ont pris un petit peu, c'est nous, notre faute. C'est un peu classique. Mais il y a aussi les supporters. Les supporters, on en parle hier soir, manifestation fumigène, banderole adressée à 3 personnes ou même 4. Donc c'était Hérault, c'était Monsieur Courte. Mais Monsieur Courte, il n'était pas directement visé quand même. On lui demandait de. Il y avait Quand même, non, on lui demandait de triquer les autres, surtout. Oui, moi, d'accord. C'était un petit peu le truc. Rudy Garcia, donc on l'a dit, et Patrice Evra, donc, qui était dans le collimateur. Donc il y a eu d'abord une manifestation, une grève des encouragements, tout ça. Est-ce que les supporters tapent trop fort, eux aussi, par rapport à ce début de saison Je vous rappelle quand même, messieurs, qu'on est qualifiés pour l'Europa League. Les premiers de notre groupe. Merde. Mais les supporters, je pense qu'ils tapent fort à la hauteur de leur déception. C'est ce que je racontais tout à l'heure. C'est que les supporters, ils ont vécu 5 ans de la brune. Alors, mis à part la parenthèse enchantée Bielsa, où le stade était plein et c'était la folie, ça a été chaque année des excuses, chaque année un fusible et au final, une grosse déception. Donc, qu'est-ce qu'on leur a vendu ? On leur a dit, parce qu'il y a aussi l'histoire des abonnements, mais on leur a dit, bon allez les gars, on reprend les abonnements, mais derrière, vous allez avoir un gros projet. Beaucoup de gens y ont cru, le projet a été très bien vendu. Alors je dis pas que le projet il est mort, mais pour l'instant le projet il est au point mort, il est décevant. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ils sont très déçus. Et en plus l'équipe se fait humilier à domicile. Mais c'est très tôt quand même. Là on est c'est au pas une question tout de début c'est pas de une la question saison. de très tôt. Donc, est-ce que C'est pas une question de taper tôt. si fort si tôt, c'est pas pas une question de résultat. Encore une fois, c'est On le s'est groupe pris- qui utilise c'est ce depuis qu'on tout a à vendu. l'heure. On s'est pris 5-1 contre le PSG et en virage nord, ça chantait encore après le match. Et les supporters, on a dit ouais, on va laisser du temps. Et à Marseille, c'est pas souvent qu'on laisse du temps après des défaites 5-1, 4-1, etc. Bon, à la limite, ça pouvait arriver. Tu disais, tu avais une équipe en bois et tout, mais comme l'a très bien dit Nico,
c'est ça, comme on le dit depuis le début de cette partie, c'est à gros espoir, grosse désillusion, donc Grosse un réaction. gros retour de bâton, c'est ça quoi. C'est simplement ça, c'est tout à fait logique, c'est méthodique. Alors, on nous explique aussi que si ces supporters sont si virulents, c'est parce qu'on leur a repris aussi les abonnements et c'est pas tant à cause du projet. Tu vois, ça serait plutôt Et ça, une et ça, petite c'est pas- revanche vis-à-vis de. Et ça, c'est pas spécialement au club, quoi. C'est un truc qu'on entend un peu partout. Ça, on l'entend partout. On Bon, entend. on l'entend aussi dans les coulisses. Hein. Ouais, donc on entend un peu ce genre de choses. Mais alors moi, je vais prendre un exemple très simple, un exemple qui nous concerne, puisqu'on a reçu ici Christian Cataldo début juillet. Alors Christian Cataldo, on a dit ah mais lui, ça a été le premier à cracher sur le truc. Revoyez l'émission, elle est disponible sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Dailymotion. Le gars, il était dithyrambique sur le nouveau projet, il y croyait. Encore une fois, ce qu'on dit depuis le début, il y croyait. Donc Et les abonnements, il les avait déjà pu. Il y croyait. Et 2 mois après, le mec, il y croit plus parce qu'il s'est passé des choses, parce qu'il s'est passé un recrutement, parce qu'il s'est passé des premiers matchs qui ont été très chiants, et parce qu'en plus de ça, par rapport aux supporters, il n'y a pas que le fait, parce qu'on va dire oui, parce qu'ils croquent pas, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'on leur met de plus en plus de restrictions, qu'au niveau de la billetterie, il y a des trucs un peu bizarres, même nous on ne comprend pas très bien. Après, on a aussi reçu Tonini qui nous expliquait qu'il y avait des billetteries, quand il y avait des matchs, tu ne pouvais plus t'abonner, etc., qu'il y avait des trucs un peu bizarres. Tu peux acheter ton billet pour aller en virage sur un match même de Coupe d'Europe, par exemple. Voilà, donc après de toujours dire les supporters, ils sont loin d'être blancs comme neige. Ils ont vraiment trempé. Il y a des trucs qui n'ont pas été réglo. Il y a des trucs. ça- Non mais on peut le dire aussi. Il y a des trucs qui n'ont pas été réglo. Ils ont fait des conneries. Il y a des mecs au MTP qui ont été condamnés. Mais bon, ça, eux, les MTP s'étaient fait spolier eux-mêmes par un mec qui avait pris le truc et tout. Mais il s'est passé des choses. Parce qu'il y avait de l'argent en jeu, etc. Ok, mais il faut arrêter de voir que ce versant des choses. Les mecs, ils voulaient y croire et après, une fois qu'ils voient que ça marche pas, et ben peut-être qu'ils ont plus d'intérêt derrière, etc. à garder leur calme, à patienter encore. Et ben voilà, ils font ce que les supporters ils font. Point. Ils réagissent. Et Nico, toi, tu en as pensé quoi? Disons que c'est sûr que hier, ça a fait du bruit, c'était une atmosphère très particulière. Après, moi, que les supporters ils fassent grève pendant 10 minutes, qu'ils rentrent en chantant, qu'ils craquent des fumigènes. Moi, mis à part les 2 idiots qui ont jeté leurs fumigènes sur la pelouse, enfin à J'ai l'arrière envie de te dire, heureusement qu'il y a eu les fumigènes hier. Non, mais parce que- voilà, mis à part ça, moi, les fumigènes, Au ça me moins, dérange on a pas eu dans un un beau stade. spectacle. Et un beau spectacle. Par contre, moi, là où je trouve qu'il y a une différence, c'est parce que ce qui peut aussi un peu énerver les supporters, c'est pas forcément la presse qui les manipule, c'est aussi le discours de la direction, des joueurs, de l'entraîneur, qui méprise un peu les critiques. Et là, moi, j'ai senti un virage hier, j'ai fait la zone mixte, et on a senti que les éléments de langage des joueurs, de plusieurs joueurs, dont Rami, Payet, etc., on sait qu'on est à Marseille et que c'est comme ça. C'est normal qu'ils ne soient pas contents. On est dans un grand club, il y a des exigences. Et ça, ça n'avait pas été dit comme ça jusqu'à présent. Donc là, on sent quand même qu'il y a eu un petit virage par rapport à ça, qu'il y a une petite prise de conscience qu'il faut respecter les exigences d'un grand club comme l'OM. Donc on peut essayer de se dire que ça va peut-être leur permettre eux aussi d'aller vers l'avant, quoi. Pour revenir sur la réaction et par rapport aux abonnements, tout ça, on se souvient quand même que avec la Brune, ça avait pris quand même beaucoup plus de temps avant que ça parte vraiment en vrille dans le stade. Donc là encore. Mais c'est lié, je pense, justement. Ça a été tellement long avec la Brune. Les supporters, ils sont échaudés. Et puis la Brune, il faisait péter un fusil de parent pour essayer de calmer tout le monde. Et là, je pense que justement, c'est ce passé-là qui fait que ça pète vite. C'est pas que la nouvelle direction, c'est tout ce qui s'est passé avant. Je dirais tout ce que les supporters ils ont subi pendant 5 ans de la Brune, les mensonges et le foutage de gueule. Là, ils ont une déception, donc ils ont l'impression que ça recommence. C'est ça en fait, c'est ce sentiment-là qui crée un peu peut-être le fait que ça parte si vite. Ouais, c'est ça, s'il n'y avait pas d'espoir avec la Brune, tu savais que tu partais avec Eli Bob, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis ouais, il y avait aussi ce truc que tu avais un business même parfaitement légal, hein, donc tu étais moins libre de critiquer. Donc voilà, ils devaient faire un peu attention, ils devaient repenser à 2 fois avant de péter les plombs, etc. Et de vraiment montrer ce qu'ils ont. Donc maintenant, on ne va pas leur reprocher, et on leur a beaucoup reproché de justement de ne pas faire la part, etc. Et d'attendre trop pour reprocher des choses à Vincent Labrune. Donc là, on va pas leur reprocher on va pas leur reprocher l'inverse. Enfin, si que le club le fasse, c'est normal. On le comprend vu leur position, mais après derrière, c'est normal quoi. Pourquoi pas?
Est-ce que le point de non-retour a été franchi? Non, on n'est pas là quand même, parce qu'il y a des… Non, je pense que par contre, le message a été passé. Le message a C'est ça, été passé, mais il y a quand même une personne qui est dans le collimateur, là, c'est Rudy Garcia. Non, là. Héros aussi, hein, j'ai l'impression que les deux sont dans le collimateur. Après, comme tu disais, on fait tous des erreurs, on se trompe tous. À eux de montrer qu'ils peuvent tirer le leçon des erreurs qu'ils ont commis. Garcia, de changer certaines choses, de proposer du jeu. Droit au but, toujours cette fameuse chose, mais aussi Héros par rapport au prochain mercato. Je pense que le mercato d'hiver, les choix là vont être scrutés et ça va être très important. Le message aussi qui va être envoyé à ce moment-là. Sur quoi on part maintenant? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Allez, je pense qu'on va terminer cette émission sur cette belle note d'espoir, à moins que Mourad, tu me fasses. Moi, je voulais rajouter un Parce que truc. là, on était quand même dans un truc assez positif. Mais tu peux finir aussi par c'est quoi le projet? Ouais, je terminerai par c'est quoi C'est notre projet. Voilà. Et en fait, moi, il y a un truc quand même qui me choque, c'est de revoir un stade aussi vide. Et ça, il faut en parler. Parce que je continue à en parler. Je veux bien qu'on voit sur le long terme, qu'on voit sur trucs et tout. Mais il y a l'enthousiasme, il est un peu mort autour du club depuis Vincent Labrune, depuis tout ce qu'il a fait. Et là, l'enthousiasme, il est en train de revenir. Et il faut bien le prendre en compte. Il ne faut pas le faire crever, quoi. C'est le truc le plus important. Et ça, c'est l'irrationnel, c'est le plaisir. Et ça m'a fait flipper hier quand même de voir 8000 spectateurs au Vélodrome. C'est jeudi soir, c'est l'Europa League. Pas que. Ouais, contre Ostende, contre Domjalé. Moi, c'était les vacances quand même, on peut le préciser. C'était les vacances. Mais bon. Allez, merci messieurs, on a fait le tour de ce gros débat. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre débat foot Marseille. Pendant ce temps-là, vous pouvez nous suivre sur footballclubdemarseille.fr et il y aura peut-être un petit édito sympa justement sur les supporters de l'Olympique de Marseille. Les vrais supporters de l'Olympique de Marseille, doivent-ils être des moutons ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas, vous pouvez mettre plein de petits pouces bleus partout sur YouTube, sur Facebook, où vous voulez. À lundi, merci beaucoup, ciao ciao.